Bonjour à toutes et à tous. Donc, ou bien bonsoir, ça dépend quel moment vous allez regarder cette présentation. Donc, c'est un retour sur le webinaire que j'ai réalisé sur la rumination. Donc, comment justement gérer ces pensées qui nous envahissent, comment arrêter ou réduire la rumination grâce aux neurosciences et à l'acte. Donc, rapidement, un aperçu du webinaire. Donc, je vais me présenter. Donc, je vais me présenter rapidement mon cabinet, puis ce que je fais à titre individuel. Nous verrons ensuite, là ici nous allons présenter donc rapidement les piliers de l'acte et le principe de base. Donc là nous ferons une petite introduction sur les pensées, sur la rumination. Nous verrons au niveau du cerveau pourquoi on rumine, quelles sont les parties du cerveau qui provoquent justement cette rumination. Donc, on parlera de mode par défaut par exemple. Donc là, on verra l'acte face à la rumination, comment procéder. Nous verrons que nous pouvons changer ici notre relation avec nos pensées. Et enfin, comme dans tous les webinaires, des petits ateliers que vous pourrez réaliser en visualisant cette vidéo ou tout simplement vous pourrez réaliser par la suite quand vous en aurez besoin. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Sphère Grise, c'est le cabinet de conseil et de formation que j'ai créé fin 2008. Donc vous pouvez aller sur la plateforme. Donc vous tapez Sphère Grise, vous tombez sur le site ou vous tapez spheregrise.com et actez-vous, donc c'est pareil, vous tapez actez-vous, avec ou sans tiret ça marche. Vous pouvez faire actez-vous avec tiret.com et vous tombez tout de suite sur la plateforme. Bien sûr, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Il y a les formulaires de contact sur les deux sites. Alors, le fameux Hexaflex. L'Hexaflex, la finalité de l'Hexaflex, c'est vraiment d'obtenir une flexibilité psychologique, une flexibilité cognitive. C'est-à-dire, quels que soient les événements qui nous arrivent dans la vie, on arrive à justement s'adapter, à rester flexible. On ne renie pas ce qui nous arrive, on accepte, donc l'acceptation, en fait, c'est un des piliers, on accepte les pensées, on accepte ce qui nous arrive, mais on ne reste pas à rien faire, donc on va s'engager, on va mettre en place des actions, on va avoir des objectifs. Donc bien sûr des objectifs, mais vers où? Donc il nous faut une boussole. La boussole, c'est ce qui est vraiment important dans notre vie, ce sont nos valeurs et nos rôles. Et ensuite, il y a des choses à mettre en place. Donc, on verra dans les ateliers, il y a par exemple le contact avec le moment présent, c'est se recentrer sur soi-même, ici et maintenant. On a trop souvent tendance à ruminer le passé, puisqu'on est dans la rumination dans ce webinaire, ou alors on rumine ce que l'on va anticiper, ce qui n'est pas encore arrivé. Le soi comme contexte, justement, permet de visualiser, de prendre une distance par rapport à une situation passée, une situation qui risque d'arriver dans le futur. Donc ça permet justement de se déconnecter, de se voir comme un spectateur. Et enfin, la diffusion. On verra qu'on n'a pas de contrôle sur nos pensées, donc l'idée c'est d'accepter donc ces pensées, mais en même temps de se défusionner. Il faut que ces pensées, elles n'aient plus justement cet impact négatif sur nous. Elles vont être là, on ne va pas lutter contre, ok, mais on va faire malgré ou avec ces pensées. Donc voilà l'Hexaflex. Le principe de base. Le principe de base, il n'a pas changé par rapport au précédent webinaire. Donc le principe de base est le suivant. Donc on a notre esprit,
qui va produire des pensées. Ces pensées vont générer des émotions. Ces émotions vont finalement engendrer déjà une attitude, et ensuite donc un comportement. Ce comportement qui va se répéter de manière régulière va devenir au final une pratique. Et quand cette pratique dure dans le temps, elle devient une habitude. Donc voilà le principe de base. Alors c'est vrai que, on va peut-être je vais prendre du rouge. Donc là on est vraiment ici plutôt sur l'acte. Ok. Et en bleu, je vais vous faire le reste. Donc je vais vous entourer le reste. Le reste, on est plutôt dans les neurosciences. Même si l'acte et les neurosciences sont imbriqués l'une dans l'autre dans ce principe de base. Donc, l'acte nous dit ça ne sert à rien de lutter contre ces pensées qui vont provoquer des émotions. L'idée, c'est d'accepter ces pensées, mais de ne pas rester à rien faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les neurosciences nous confirment cela en nous expliquant que les pensées prendraient naissance dans notre inconscient, dans notre non-conscient. Donc, a-t-on vraiment un contrôle direct? Alors bien sûr, on peut jouer sur nos pensées de manière indirecte. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc ces pensées vont provoquer des émotions, ces émotions vont engendrer un comportement, donc ce comportement et ces émotions sont liés à un circuit neuronal. Ce comportement, donc, qui correspond à un circuit neuronal, je vous la fais très simple, s'il se répète, il va renforcer ce circuit neuronal. Et si, pour devenir une pratique, et si cette pratique dure dans le temps, ça va devenir une habitude, ce circuit neuronal va être bien ancré dans notre cerveau. Il sera très difficile de le modifier. Donc si l'habitude est positive et bonne pour nous, tant mieux. Si elle est négative et elle a un impact négatif sur notre vie, là, à ce moment-là, il y a des choses à mettre en place pour justement changer cette habitude ou l'enlever pour la remplacer par une habitude positive et efficace pour nous. Donc voilà pour le principe de base. Alors, l'introduction. Quelques informations. Il faut savoir que l'on passe à peu près 47% de notre temps à faire quoi? À penser à autre chose que ce que nous sommes en train de faire maintenant, à l'instant présent. Et en règle générale, ça nous embête, voire ça nous rend même malheureux. Alors, ce pourcentage-là, on va dire à peu près la moitié, c'est juste pour nous donner une idée. Il est ici, si je ne dis pas de bêtises, d'une étude de 2010 qui a été réalisée à Harvard. Okay. En fait, elle montre que le bonheur n'est pas uniquement lié à ce qu'on vit, mais surtout à notre capacité à être présent. En fait, dit autrement, on ne se rend pas compte quand on est heureux à l'instant présent parce qu'on rumine toujours le passé, on se projette toujours dans le futur. On ne prend pas le temps de vivre l'instant présent. Donc la rumination, c'est vraiment, on va rejouer sans cesse le passé et on va anticiper l'avenir. Malheureusement, à 80%, 90%, ça va se faire de manière négative. On va avoir des pensées désagréables, des pensées négatives. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une faute de caractère. Ce n'est pas un défaut que l'on a, c'est quelque chose d'humain et c'est lié à un système, on va dire plutôt un réseau cérébral bien particulier que l'on appelle le réseau du mode par défaut. Donc, il se met en marche quand nous faisons rien forcément de précis. Même quand on est concentré sur quelque chose, on va se déconcentrer et ce mode par défaut va en fait s'enclencher. Donc, bien sûr qu'il est utile ce mode par défaut pour plusieurs raisons, mais
Le souci, c'est que quand il prend le dessus sur la tâche qu'on est en train d'accomplir, là, ça peut devenir un piège, il peut même se transformer en mode automatique. Donc, le mode, par défaut, donc c'est un système de neurones, un réseau cérébral qui, justement, provoque cette rumination. Alors pourquoi, je vais essayer de le trouver, voilà. Pourquoi le cerveau rumine-t-il en fait? Alors il faut savoir que le cerveau, c'est vraiment une machine qui est vraiment douée, qui est conçue pour prédire les choses, rejouer des événements, des actions, des tâches que l'on a réalisées dans le passé, et par conséquent planifier. Donc il faut savoir que si notre cerveau n'est pas capable de prédire les dangers, s'il n'est pas capable de retenir les erreurs du passé, il sera incapable de planifier et de mettre en place des stratégies. Donc ce mode par défaut nous aide réellement à prédire, rejouer, planifier. Alors, le réseau du mode par défaut. On va en parler un petit peu et on va voir où il se situe dans le cerveau. Alors, une partie est liée, je vais le faire en rouge. Une partie est liée au cortex préfrontal, qui est à peu près là. Donc là, c'est le cortex préfrontal. Alors, pour être plus précis, c'est le cortex préfrontal médian. Et on va voir juste après à quoi servent ces zones-là. Et l'autre partie qui est liée justement au réseau du mode par défaut, c'est le précuneus. Alors le précuneus, il est à peu près dans cette zone. Précuneus, il est là. Voilà. Le cortex préfrontal médian, en fait, il sert à quoi? Alors, il est impliqué dans les fonctions cognitives supérieures au niveau de l'analyse, au niveau de la réflexion. Donc, il va être lié à des tâches comme la prise de décision. Il va être lié à la mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, je vais vous donner un exemple, c'est en règle générale la mémoire à court terme. Donc, c'est l'exemple qu'on donne souvent, ça peut être le calcul mental ou alors de manière plus terre à terre, c'est quand on va faire une liste de courses et devant le magasin, on a oublié la liste, on va se rappeler de cette liste. En fait, on va faire appel justement à cette mémoire de travail. Et le cortex préfrontal est aussi lié à la régulation des émotions. Voilà pour le cortex préfrontal médian. Le précuneus, alors à quoi il est lié? À quoi il sert, pardon, le précuneus? Donc lui,
Déjà, c'est un peu l'énigme, hein. Tout ce que je vous dis là, peut-être que dans 10 ans, les neurosciences diront qu'en fait, c'est pas bon, on est passé à autre chose. Précunis, on ne connaît pas grand-chose. Alors, en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il est lié, et là c'est important, à la conscience de soi. Il est aussi lié à la mémoire épisodique. Alors c'est une mémoire qui est plutôt long terme. Donc la mémoire épisodique, c'est la mémoire, par exemple, le 11 septembre 2001, si vous vous rappelez de cet événement-là, vous vous rappelez où vous étiez, tout ça, c'est ça la mémoire épisodique. Il y a eu un événement dans votre vie, vous vous rappelez de cet événement-là. En règle générale, ça fait appel à la mémoire à long terme. Et il est aussi lié à tout ce qui est la gestion de notre espace par rapport au visuel. Alors, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est du visio-spatial, on va appeler ça comme ça. Donc voilà pour le précuneus et le cortex préfrontal. Alors, ce mode par défaut, donc, il s'active quand on n'est pas concentré sur une tâche ou pas suffisamment concentré sur une tâche. Donc, je suis en train de réaliser un travail, par exemple, je suis en train de réfléchir sur un mail que je dois envoyer, un mail important. Donc, je réfléchis sur ce mail, mais en même temps, mon cerveau va penser à autre chose, donc il va ruminer. Donc, si cette rumination est légère, on continue à travailler, mais si cette rumination est très importante, à ce moment-là, ça peut nous saboter et nous empêcher justement de rédiger ce mail de manière optimale et efficace. Donc, je vais penser à des choses du passé qui me gênent, ou je vais me projeter dans l'avenir, je vais tout simplement me dire « Ah, mais il y a 2 ans, j'ai écrit ce genre de mail et on m'a tapé sur les doigts », ou tout simplement dire « Si j'envoie ce mail de cette manière-là, ils vont pas comprendre, ils vont mal le prendre. » Enfin, bon. Tout est bon justement pour pas rédiger ce mail, ou en tout cas pour pas le rédiger de manière efficace. Donc on a des pensées vagabondes, des souvenirs, des scénarios à n'en plus finir, et on va se projeter dans l'avenir. Alors, quand le système déraille, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir trop de scénarios en fait négatifs, et ça va provoquer une fatigue mentale, je dirais même une usure mentale. C'est quelque chose qui arrive entre autres quand on déprime ou quand on est déprimé. Et cette boucle de rumination, on ne s'en sort pas, c'est comme un cercle vicieux, donc ça peut provoquer de l'anxiété ou des problèmes du sommeil. On n'arrive plus à dormir correctement, on se réveille plusieurs fois la nuit, et ça peut aussi provoquer sur le plan social donc un repli sur soi-même et un isolement social donc sur soi, et une perte d'énergie. Donc c'est quand le système déraille, c'est quand notre justement mode par défaut devient trop important, prend trop de place, et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il prend à chaque fois le dessus. Donc voilà pourquoi le cerveau rumine. Donc il a besoin de prédire, justement, pour identifier les dangers. Il rejoue le passé, justement, pour ne pas faire les mêmes erreurs. On dit toujours, faire une erreur, c'est très bien, faire 2 fois la même erreur, c'est là que le problème commence. Et puis, quand on se projette, on a besoin de planifier, on met en place des stratégies, des scénarios, ce genre de choses. Au niveau du cerveau, les 2 zones essentielles liées à ce mode par défaut, justement, c'est le précuneus et le cortex préfrontal. Et quand ce système-là déraille, ne fonctionne plus correctement, on va se faire envahir par des scénarios ou scénarii négatifs qui vont provoquer une fatigue mentale, on va ruminer sans cesse, on va pas pouvoir sortir de ce cercle vicieux,
on va peut-être faire des crises d'angoisse, on va tomber dans l'anxiété, on va faire des insomnies, on va mal dormir, le sommeil ne sera pas de qualité, il sera perturbé. On peut se replier sur soi-même et perdre l'énergie. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate chez les personnes qui font des burn-out, des vrais burn-out, hein, pas des passages un peu de déprime, des vrais burn-out. Ils sont là-dedans en fait. Ils sont là-dedans, ils n'arrêtent pas de ressasser des scénarios négatifs, ils n'arrêtent pas de ruminer, ils ont plus envie, ils ont plus goût justement à côtoyer, à avoir des liens sociaux, à continuer à fréquenter les collègues, les amis. La perte d'énergie, elle est mentale, mais elle devient aussi physique, c'est-à-dire qu'on peut même plus se lever du lit tellement on n'a plus d'énergie. Donc c'est vraiment le burn-out en fait correspond très bien à la rumination et l'un des symptômes, on va dire, du burn-out. Alors, une chose importante, en neurosciences, mais même dans d'autres disciplines, on le répète, c'est quelque chose, à mon avis, de validé. Je ne pense pas que dans 10 ans, on dise quelque chose d'autre là-dessus, même si ça va très vite et que parfois on a des surprises. Le cerveau est toujours là pour nous protéger. Donc parfois, il se trompe, parfois il est maladroit, mais il faut savoir que le cerveau est là pour nous, pour notre bien. Donc, parfois, c'est comme un disque, vous vous rappelez, les 33 tours, il est rayé, donc ça tourne, il y a la musique, et puis hop, ça va dans le sillon qui a rayé le disque, en fait, et hop, on revient à zéro, et hop, on revient à zéro. On n'arrive plus à avancer, on est coincé, piégé. Et c'est là qu'en fait, l'acte va vraiment apporter une autre manière de réagir. On ne va pas lutter contre cette rumination, mais c'est un petit peu comme l'aïkido ou le judo, des sports on va utiliser la force, l'énergie de l'autre et on va la retourner. L'acte, c'est ça en fait, si on veut faire l'analogie avec les arts martiaux. Donc, on va voir comment procéder avec l'acte, les grandes lignes. Donc voilà pourquoi le cerveau rumine. Alors l'acte face à la rumination. On va voir 3 points. Le premier, donc je vous en ai déjà parlé, c'est que lutter, et ça faut le comprendre, c'est une des bases de l'acte, lutter contre une pensée, c'est créer un combat mental. Donc, on va dépenser beaucoup d'énergie pour lutter contre cette pensée. Certaines personnes y arrivent, mais il y a d'autres pensées différentes qui peuvent débarquer. Et on ne va pas passer toute sa vie à se battre contre ces pensées-là. Donc, l'exemple qu'on utilise souvent dans les formations, alors je vais essayer de trouver l'animal, il est par où, je ne sais pas où il est, le voilà. Donc, là vous voyez un éléphant, on va le faire en éléphant rose. Donc, si vous regardez bien l'éléphant, ici je vous dis de tourner la tête ou de fermer les yeux et de ne plus penser à l'éléphant rose, il y a de fortes chances que l'éléphant apparaisse, que la couleur rose apparaisse devant vous. En tout cas, c'est pas évident de plus penser à ce fameux éléphant rose. Et en règle générale, plus on va essayer de chasser une pensée, c'est un peu comme les moustiques, vous voyez, on essaie de chasser le moustique et plus on a le sentiment qu'il revient et il n'arrête pas de nous justement parasiter la vie. Donc là, l'acte, alors je dis que c'est une base, c'est même on va dire un paradigme. Lutter contre une pensée, c'est un combat mental. Ok ? Donc, deuxièmement, l'idée clé de l'acte, du coup. L'idée clé de l'acte, c'est que les pensées ne sont pas le problème. Quelle que soit la pensée, qu'elle soit juste, fausse, absurde, pas cohérente, ce que vous voulez, justifiée ou pas, peu importe. Le problème,
c'est pas les pensées. Ou les pensées ne sont pas le problème. Vous pourrez prendre dans les deux sens. En fait, notre problème, c'est quoi? C'est l'attention, la concentration, l'importance qu'on va donner à ces pensées, en fait. Donc, c'est notre relation à ces pensées-là. Et par conséquent, les relations, si on va les modifier, les changer, peut-être complètement, justement, ça nous permettra de réduire cet impact des pensées sur nous-mêmes. Alors, l'acte, je répète jamais assez, son objectif ultime, la finalité, si vous voulez, de l'acte, ça ne va pas être de supprimer la pensée, mais d'apprendre à la voir différemment, à la percevoir différemment, à changer notre relation avec cette pensée. Alors c'est vrai qu'avec le recul maintenant, avec les exercices de l'acte, quand je vous ai parlé des différents piliers de l'acte, chaque pilier peut se matérialiser de différentes manières. Quand j'accompagne un individu ou que je pratique l'acte et les neurosciences avec des groupes, chaque pilier peut se matérialiser par des outils, des techniques, des rituels, des habitudes à mettre en place, mais aussi des métaphores, des histoires qui nous permettent justement de faire le parallèle entre ce que l'on vit et puis la vie réelle en fait. Donc ces métaphores-là sont très utiles. D'ailleurs, c'est des métaphores qu'on utilise beaucoup dans l'hypnose justement pour faire appel, justement pour interagir avec les pensées et changer justement certaines choses par rapport aux pensées. Donc, avec le recul, il s'avère que les pensées parasitantes finissent par s'atténuer et même par disparaître. Alors, s'atténuer, c'est tout à fait normal, c'est l'un des objectifs de l'acte. L'impact de ces pensées sera très faible, mais il s'avère, et il faut le constater, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, que la pensée, comme elle n'a plus d'impact sur soi, et n'oubliez pas que le cerveau, son objectif, c'est de nous protéger, c'est notre survie. Quand une pensée n'a plus d'impact, en fait, le cerveau va la délaisser, en fait. Et cette pensée finit par disparaître, comme par miracle. Sans qu'on ait lutté contre cette pensée. C'est ça qui est extraordinaire dans l'acte. Donc, on a vu que lutter contre une pensée, c'est un combat, l'éléphant rose. L'idée clé, c'est de changer notre relation par rapport aux pensées et pas de les affronter de face. Troisième point, justement, de l'acte par rapport à la rumination, c'est la diffusion. La diffusion est l'un des piliers que l'on va beaucoup utiliser justement pour la rumination. Alors, bien sûr, la diffusion, c'est un des piliers centraux de l'acte, mais il faut savoir que les piliers, il n'y a pas un ordre prioritaire, il n'y a pas un pilier plus important que l'autre. En fait, c'est 6 piliers qu'il faut utiliser avec telle ou telle intensité en fonction du besoin de la personne coachée ou du groupe que l'on va coacher. Donc, cette diffusion va consister à désamorcer les pensées comme si on les regardait de l'extérieur au lieu d'être coincé dedans. Lors du webinaire, j'avais pris mes deux mains que j'avais liées l'une à l'autre et je disais que par exemple ma main gauche c'était mes pensées et ma main droite c'était moi. Et l'idée c'est de détacher les deux mains. On va continuer à regarder sa main gauche qui correspond à ses pensées, mais ma main droite devient libre en fait de ses mouvements, devient libre de décider ce qu'elle a envie de décider. Je ne mets pas ma main gauche dans le dos, hein. Non. Je regarde ces pensées-là, mais il y a une distance. Et rien que le fait qu'il y ait une distance, ça va réduire l'impact de cette pensée sur moi-même, sur mon esprit, et ainsi de suite. Donc un exemple concret de diffusion, quand on a une rumination qui revient sans cesse, dès qu'on a quelque chose d'important à faire dans sa vie et qu'il y a la pensée qui débarque, je suis nul, je suis un bon à rien, je suis un incapable, tout ce genre de choses très gentilles que notre esprit va nous fournir. La technique de diffusion qui marche à tous les coups, c'est tout simplement de dire, dès que cette pensée arrive, je remarque que j'ai la pensée que je suis nul. Et ça deviendra un réflexe. On peut le faire quelle que soit la pensée qui arrive.
Le fait de dire « je remarque que j'ai la pensée que je suis nul », pour notre cerveau, ça y est, on prend une distance, on défusionne de cette pensée. Et cette petite distance va tout changer. Et bien sûr, je reviens au principe de base, quand on arrive à transformer ce réflexe-là en pratique et en habitude, on va créer un circuit neuronal qui va à chaque fois être activé pour défusionner. Donc, en fait, en changeant notre posture, notre perception, notre relation avec nos pensées, en fait, on reprend le contrôle, on reprend le volant de notre vie. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà l'acte face à la rumination. Maintenant, voyons un petit peu plus dans les détails comment changer notre relation par rapport à nos pensées. Donc là, c'est les grandes lignes d'outils ou de méthodologies qu'on peut mettre en place. Donc, il y a plein de façons, il y a une infinité de manières de faire, et il y a aussi des manières de faire qui ne font pas partie de l'acte ou des neurosciences. Bien sûr, ça va agir sur le cerveau d'une manière ou d'une autre, donc les neurosciences sont toujours là, mais pas de manière directe, on va dire. Donc, première chose, pour changer les relations, c'est vraiment revenir à un instant présent. Alors, il faut savoir que quand on rumine, qu'on a le système par défaut qui s'enclenche, okay, on va être en mode automatique. Donc, la pleine conscience permet de se reconnecter à ici, maintenant. Alors, il y a plein de manières de faire. Il y a, donc, certains vont pratiquer la méditation, d'autres vont se ressourcer. D'accord, ils vont s'isoler, par exemple faire une marche en montagne, seul, et puis repenser à ce qu'ils sont, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment plusieurs manières de faire. Donc dans un précédent webinaire, on avait parlé du scan corporel, donc on va se concentrer sur les différentes parties de son corps et même aller dans les détails. Donc là, c'est vraiment un moyen de se reconnecter à soi maintenant, à l'instant présent. Deuxièmement, c'est redonner de la distance. Alors, il faut savoir que les pensées, elles débarquent, on n'a pas de contrôle là-dessus, ce ne sont pas des ordres, mais ce sont tout simplement des événements mentaux. Donc, on peut les regarder vraiment comme des objets. Okay, donc, on fera un exercice là-dessus, juste après. Donc, c'est vraiment la métaphore qui passe bien dans ce genre d'informations par rapport à la distance, c'est que nous, on est le ciel, et en fait, les nuages vont représenter les pensées et les émotions. Le ciel, il sera toujours le même. Les nuages peuvent changer de forme, de couleur. Il y en a qui vont justement donner une pluie fine agréable, et puis il y en a d'autres qui vont donner de la grêle. Peu importe, le ciel est toujours là, les nuages ne font que passer. Donc c'est vraiment comme ça donner de la distance. Troisièmement, c'est de jouer un petit peu les révoltés, ou l'enfant mal élevé si vous voulez, c'est ne plus obéir à chaque pensée automatique. Donc là, c'est de se dire, par exemple, bon, je vais échouer, je me lance dans quelque chose, je vais échouer, donc je tente rien. Donc, bien sûr, si je crois à la pensée, je vais bloquer. Donc, là, ça rejoint un petit peu les croyances limitantes, par exemple. Par contre, si je la regarde comme une pensée, avec cette fameuse distance, l'exemple des deux mains qui se défusionnent, ben, je peux agir selon mes valeurs malgré elles. Ma main droite, qui me représente moi, okay, peut évoluer comme elle le souhaite, avec les pensées qui sont là. Donc, voilà donc les grandes lignes justement pour changer ses relations à ses pensées. Je vous ai donné quelques détails au niveau des techniques ou des métaphores.
Donc c'est revenir à l'instant présent, avoir une distance par rapport à ses pensées, ok, et ne plus obéir à chaque pensée automatique. Donc revenir à l'instant présent, il y a la méditation, il y a la prière aussi, il y a des moyens de se ressourcer, mais aussi on peut le faire en travaillant en faisant des arts martiaux. Au bout d'un certain temps, ça nous permet justement de se reconcentrer sur l'instant présent, de s'habituer à être, comme le dit Van Damme, to be aware, être toujours concentré sur soi-même, sur son environnement à l'instant T, redonner de la distance justement par rapport avec ces phrases, je remarque que j'ai la pensée que je suis nul, donc on prend une distance par rapport à ça. La métaphore qui peut être utile aussi, c'est les nuages qui passent dans le ciel. Nous, on est le ciel, et les nuages ne font que passer. Et enfin, ne plus obéir à chaque pensée automatique, être vraiment l'enfant mal élevé. Donc, c'est de se défusionner, okay, de ses pensées, de les regarder comme un objet. Donc là, on peut visualiser une situation justement où on pense ça, ok, et on transforme, on change certains paramètres de cette visualisation, ce qui nous permet justement de prendre une distance et de se dire que finalement, ces pensées existent dans un film où je suis le spectateur, mais en même temps l'acteur. Donc voilà comment changer ses relations ou sa relation par rapport à ses pensées. Donc maintenant, passons aux ateliers, on va dire, pratiques. Donc, il y en a 3. Il y a la radio mentale, les feuilles qui flottent sur l'eau, et le journal des pensées automatiques. Alors, le journal des pensées automatiques, je sais que certaines personnes n'aiment pas trop écrire, donc c'est vraiment destiné aux gens qui aiment bien avoir un petit carnet et écrire tous les jours de manière régulière, on va dire certaines choses sur ce carnet, on va voir quoi. Donc, commençons avec la radio mentale. Alors la radio mentale, fermez les yeux et imaginez que votre cerveau, ok, c'est une radio. Et cette radio n'arrête pas de diffuser une voix qui vous critique, qui anticipe le pire à chaque fois, qui voit le mal partout, le négatif partout. Et donnez-lui un nom à cette radio, un nom ridicule, je ne sais pas, par exemple, radiodrame, radio catastrophe, radio je vois tout en négatif, peu importe. Et maintenant, alors bien sûr, le son il est désagréable, hein, il est saturé, il vous casse la tête, quoi. On a l'impression que c'est le son qui vous tape directement dans les neurones. Donc maintenant, imaginez que vous êtes capable, que vous avez le pouvoir de baisser le volume de cette radio. Et là, vous imaginez la chose, hein, vous baissez le volume de cette radio. La radio va toujours diffuser les mêmes éléments négatifs, critiques et ainsi de suite, mais vous les entendez de manière lointaine. D'ailleurs, ça grésille plus, ça vous tape plus sur les neurones directement, c'est presque un petit bruit de fond. Posez-vous la question quand vous visualisez ça, quand vous faites cet exercice-là de la radio mentale, posez-vous la question, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ça, quand vous baissez le bouton de volume? Et augmentez le bouton, le volume, et rebaissez-le. Et amusez-vous à faire ça, et à chaque fois, ressentez ce que vous éprouvez à ce moment-là, que ce soit en termes d'émotion ou de sentiment. Donc voilà pour l'exercice de la radio mentale. Maintenant, on a les feuilles qui flottent sur l'eau. Alors les feuilles qui flottent sur l'eau, c'est en même temps, on va dire, une métaphore, un rituel que vous pouvez mettre en place tous les matins en vous levant, par exemple. Mais en même temps, c'est assez technique, je pense. Donc là, c'est vraiment pour prendre la distance, ok, la fameuse distance par rapport à ses pensées. Donc imaginez une rivière tranquille qui coule dans un sens, et c'est l'automne, et il y a plein de feuilles sur le bord de la rivière. Donc bien sûr, l'eau fait un bruit agréable, et puis d'un seul coup, il y a une feuille qui est attirée par l'eau, donc elle se met à flotter sur l'eau et elle est attirée par le cours d'eau, et le cours d'eau s'éloigne de vous. Et sur cette feuille, là, vous mettez une pensée. Alors, j'ai oublié de vous dire, hein, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés ou pas. En règle générale, c'est plus facile avec les yeux fermés, mais il y a certaines personnes qui préfèrent le faire avec les yeux ouverts. Peu importe, vous le faites comme vous le sentez.
Donc cette feuille se détache du rebord, elle est attirée par l'eau, happée par l'eau, et vous mettez la pensée sur cette feuille. Et vous laissez la feuille avec la pensée s'éloigner. Ensuite, une deuxième feuille qui se détache, qui va sur l'eau, et pareil, elle ne suit pas forcément le même chemin, mais elle est toujours attirée dans le même sens, elle s'éloigne. Vous mettez la pensée que vous avez. Alors ça peut être la même pensée que la première feuille. Ça peut être la pensée que vous avez de la pensée de la première feuille. Peu importe ce qu'il y a dans votre esprit, la pensée qui traverse votre esprit, vous la mettez sur cette feuille. Et vous faites ça autant de temps que vous le souhaitez. Donc l'idéal, c'est de ritualiser cet exercice-là. C'est pas de la méditation, ok, mais ça vous permet justement de vous centrer sur vous-même et en fait de considérer les pensées comme quelque chose qui est sur une feuille et qui s'éloigne. Vous pouvez ritualiser cet événement-là. Vous pouvez le faire pendant 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. C'est comme vous le voulez, chacun suivant ses préférences et ses capacités. C'est ça qui est génial dans cet exercice. C'est franchement un exercice que j'utilise souvent en séance et je demande aux personnes que j'accompagne de le faire à la maison. L'idéal, c'est quand on se lève le matin, de ritualiser ça ou de choisir un moment dans sa journée où on peut ritualiser ça. Okay ? C'est comme quand on décide de faire du sport, en règle générale, on essaie de ritualiser le sport, de se dire je vais faire ça tous les 3 jours, à telle heure, et ainsi de suite. Ça, c'est pareil pour l'exercice des feuilles qui flottent sur le cours d'eau. Et on termine avec le journal des pensées automatiques. Donc là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Donc c'est, je ne sais pas si c'est plutôt une méthode, c'est pas vraiment une technique, c'est pas vraiment, il n'y a pas de métaphore dedans. En fait, l'idée c'est que vous prenez votre agenda, vous pouvez le faire de manière digitale. Le mieux c'est d'écrire, hein. Je le dis tout le temps, le mieux c'est d'écrire parce que l'œil, donc tout ce qui est visuel, impacte directement sur le cerveau parce que l'œil, en neurosciences, est considéré comme une partie du cerveau que l'on voit en fait. C'est la partie visible du cerveau, si vous voulez. C'est direct. Donc quand on écrit, on ancre davantage ce qu'on écrit dans le cerveau. Enfin, on ancre davantage ce qu'on écrit dans le carnet par rapport au cerveau, pour éviter toute confusion. Donc l'idée, c'est de, tous les soirs, par exemple, ou tous les matins, si vous vous sentez plus frais, c'est de lister un petit peu toutes les pensées que vous avez eues dans la journée. Alors ça peut être la veille ou ça peut être le jour même. Et essayer de voir ces pensées-là, quels ont été leurs effets, okay, sur votre humeur, sur votre comportement, sur vos émotions, sur tout ça. Okay. Ne jugez pas ces pensées. Vous êtes juste là en tant qu'observateur. C'est une manière de prendre ces pensées et de les mettre sur papier, tout simplement. Et l'objectif, alors bien sûr on peut enrichir cet exercice-là en vous disant, bon, cette pensée-là qui m'a embêté dans la journée, en fait, finalement je rumine à travers cette pensée ou ces pensées, est-ce que je les ai tout le temps? Est-ce que je les ai dans tout environnement, avec tout type de personnes? L'objectif, c'est de réaliser qu'en fait, une pensée n'est pas une vérité en soi. C'est tout simplement un événement mental. C'est quelque chose qui fait partie de vous, mais c'est en même temps quelque chose qui est extérieur à vous. La preuve, c'est que vous pouvez la matérialiser sur une feuille avec un stylo. Donc pour conclure, la rumination, c'est quelque chose de tout à fait normal. Bien sûr, c'est la dose qui va faire la différence. Elle est liée à un fonctionnement cérébral normal, que l'on appelle le réseau du mode par défaut. Lutter contre ces pensées qui nous fait tomber dans ce piège de la rumination. Donc, la lutte va renforcer ces pensées, va leur donner de l'importance. Le cerveau, en tout cas, c'est comme ça qu'il va le percevoir. Et l'acte, en fait, propose une autre voie, c'est-à-dire diffusion, on se décale, on prend sa distance. La pleine conscience, on revient à ce qui est présent maintenant. Et les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, on ne contrôle pas toujours ces pensées. Okay, les pensées sont là. Les neurosciences vont dire que les pensées viennent de l'inconscient. Donc, il est difficile de contrôler ses pensées, c'est une véritable lutte. Donc, l'idée, c'est de choisir la relation, la bonne relation, la relation efficace que l'on entretient avec elle. Et ce choix, vraiment, redonne de la liberté dans sa vie, une liberté d'action, d'entreprendre et de réfléchir autrement. Donc voilà, pour ce webinaire consacré
à la rumination à travers l'acte et les neurosciences. Merci à toutes, merci à tous.